Marseille, tout entière, rêve de mer, mais sans désirer que ce rêve devienne une réalité. Sous les yeux de Notre-Dame de la Garde, les équipeurs de yachts, les négociants en vernis et étoupes, les astiqueurs de cuivre, assis sur des voiles en paquets, les marchands d'oursins et de Clovis de la rue Fortia, les photographes minutes, les vendeurs de cacahuètes, les gosses à faciès kabyles qui se battent à coups de galoche, les mouquères, les Arméniens tailleurs d'habits coloniaux, les cireurs de bottes, les Salomés algériennes derrière des grilles comme des fauves, les Israélites ottomans, les revendeurs de vieux dentiers, les Sidis à Fès, les nègres à côte bleue de mécaniciens, évocateurs de rivages lointains auxquels ils n'ont aucune envie de retourner, tous, et les marins eux-mêmes, préfèrent Marseille à la mer, Marseille à la France, Marseille à tout. Quai du Parti, quai des Belges, quai de Rive-Neuve, quai du Port, que de quais pour ne pas partir. Je serai le seul à considérer Marseille, porte de l'Orient, comme une porte qu'on ouvre et qu'on referme derrière soi. Voici une belle page extraite de Méditerranée, mer des surprises, l'un des nombreux livres de voyage de Paul Morand. Paul Morand, né le 13 mars 1888, 137 ans aujourd'hui, qui a effectivement écrit nombre de livres de voyage. Certains d'entre eux sont réunis dans cet ouvrage chez Bouquin. Il y a aussi les bains de mer, bains de rêve et autres voyages. Bon, ce sont des recueils très intéressants. Mais Paul Morand a surtout commencé par des nouvelles. Il est très connu comme nouvelliste. Alors déjà, il a d'abord commencé par des poèmes dans les années 1900, à la fin des années 10, 1919 il me semble, Lampe à arc, c'est son premier recueil de poésie, après avoir fait des études à Oxford. Il a travaillé bien sûr comme diplomate dans les affaires étrangères, quasiment durant toute sa vie, comme ambassadeur surtout. Et c'est quelqu'un qui, comme Pierre Loti, a vécu une vie d'écrivain sous couvert on va dire, de mission diplomatique. Paul Morand, c'est quelqu'un qui me hante depuis une dizaine d'années. Alors, ça c'est Tendre Stock, c'est son premier recueil de nouvelles, écrit en 1921, préfacé par Marcel Proust, avec 3 nouvelles qui portent des titres de femmes, Clarisse, Delphine, Aurore. Effectivement, Paul Morand était un très grand spécialiste dans le portrait de femmes. Alors, on pense à lui, bien sûr, comme portraitiste de ville. New York, évidemment, ça c'est écrit en 1930. Il a aussi fait le portrait de Londres, de Bucarest, 30 ans suivants. Il avait épousé une princesse roumaine en 1927. Il a fait aussi un sublime portrait de Fouquet, Fouquet ou le soleil offusqué, dans lequel il réussit l'exploit de nous faire préférer Fouquet à Louis XIV. Mais c'est également, et surtout, avant tout, un très grand portraitiste de civilisation. Les chroniques du XXe siècle, ça a été publié en 1927-28. Les chroniques du XXe siècle, il s'agit de 3 ouvrages où il nous dresse d'abord le portrait de la civilisation occidentale à l'agonie, entre les 2 guerres. Donc ça, c'est l'Europe galante. Nous avons, je ne sais plus, une quinzaine de nouvelles. Alors là, il va de partout. Là, par exemple, Nicu Petrescu, il nous parle de Garden Partout à Bucarest. Il y a une nouvelle qui se passe en Rhénanie, Les plaisirs rhénans, où il évoque les horizons cassés par des clochers sans fumée et des cheminées sans Dieu. Puis énormément de portraits de femmes également. Et c'est un livre dans lequel il utilise le terme d'Eurasie. J'y reviendrai un peu plus loin. Bouddha vivant, c'est le 2e recueil des chroniques du XXe siècle. Là, il s'agit de montrer la civilisation occidentale vue par un prince indien, conduit par son chauffeur et chambellan Renaud Descouans.
Alors là, il y a deux passages qui sont très intéressants et qui nous montrent chacun je ne vais pas dire les obsessions, mais les lignes de puissance de Morand, ce qui l'a toujours intéressé. C'en est fini de la patience asiatique, la vitesse dévorera toute la terre comme elle a dévoré l'Occident, des chars aux berlines, des automobiles à l'avion, l'on dirait que plus elle va, plus l'humanité cherche à s'alléger et à quitter le sol. Alors bien sûr, on pense à L'Homme pressé, qui est un de ses plus grands romans, qui a été publié en 1941, qui met bien sûr l'accent sur cette obsession de la vitesse. D'ailleurs, Alain Delon a trouvé un de ses meilleurs rôles, dont on ne parle jamais, dans le rôle de Pierre Niox, le héros de L'Homme pressé, le personnage principal, et qui donne une image tout à fait métaphysique à son obsession pour la vitesse. Il nous dit « Dieu est le temps, s'il nous est invisible, c'est qu'il va trop vite ». Et j'aimerais mettre l'accent dans cette petite célébration de Paul Morand sur les soubassements métaphysiques de Paul Morand. Le Flagellant de Séville, voilà, ça c'est un autre roman que personnellement, je préfère à L'Homme pressé, mais qui, lui, est consacré intégralement, on va dire, à l'épopée napoléonienne en Espagne, qui est aussi puissante que les dessins de Goya, le 13 des Maillots, bien sûr, le Flagellant de Séville porte très précisément sur cette époque, et qui, à mon sens, donne de Napoléon une vision qui est très proche de celle de Léon Bloy dans L'âme de Napoléon. Alors, mis à part la vitesse, je vais y revenir dans quelques instants, il parle aussi, dans Bouddha vivant, d'une autre chose qui l'a beaucoup intéressé. Ça, c'est le prince indien qui dit ça. « Le monde n'a pas été fait que pour la race blanche. Si celle-ci périt de ses propres mains, après une domination aussi courte que brillante, c'est sans doute son heure et c'est peut-être la nôtre de vivre. » En effet, Paul Morand a toujours estimé qu'il était un des derniers écrivains, on va dire, à portraiturer la fin de la civilisation et du peuple européen, non seulement occidental, mais également européen. Magie noire, troisième chronique du XXe siècle, où là, là, on a une succession de nouvelles également. Nous avons 8 nouvelles qui lui permettent d'explorer ce qu'il appelle l'âme nègre, aussi bien aux Antilles qu'aux États-Unis d'Amérique et en Afrique, et où surtout, dans l'avant-propos, il nous explique la chose suivante. 1920, je rentre en France, dans les bars d'après l'armistice, le jazz a des accents si sublimes, si déchirants, que tous nous comprenons qu'à notre manière de sentir, il faut une forme nouvelle. Voilà, tout Morand est là, il a cherché une forme nouvelle à donner à son écriture, et on se souvient bien sûr que Louis-Ferdinand Céline a expressément fait l'éloge de Morand en disant notamment qu'il avait jazzifié la langue française. Alors, je reviens à la vitesse. Quelques années avant L'Homme pressé, Morand a écrit un éloge du repos, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. C'est assez inattendu peut-être sous sa plume quand on ne le connaît pas trop. Alors, c'est un livre qui est, on va dire, frontalement opposé au tourisme. Bon, il est sorti en 1937, où il exprime un avis sur les Français qui est le suivant. Nous sommes un peuple en noir, misanthrope et pessimiste. Et sa haine du tourisme rejoint d'ailleurs des pages de Venise, son ultime livre sur lequel je reviendrai dans quelques instants. On y trouve aussi des conseils pour voyager sans argent. Voilà, ça c'est très intéressant. Paul Morand, ce sont évidemment ses journaux, le journal de guerre, Londres, Paris, Vichy, puisqu'il a été ambassadeur de Vichy à Bucarest en 1943, puis ambassadeur à Berne en 1944. Il a fait partie notamment de la commission de censure cinématographique
Je l'évoque rapidement dans mon petit ouvrage sur Fernandel, où il a cette phrase magnifique « Je sabre Fernandel », puisqu'il ne supportait ni Fernandel ni Pagnol. Il y a aussi le journal inutile, qui est le journal on va dire, de la fin de sa vie, hein. Son exil à Vevey, en Suisse notamment, où il y a, par exemple, entre mille choses, un extraordinaire portrait de Charlie Chaplin. Et je finis par la mystique de Paul Morand. Voilà un ouvrage dont on ne parle jamais. Paul Morand, c'est quelqu'un qui, qui s'est toujours obstiné dans l'évocation du temps présent. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à la vitesse. Mais la progression intérieure de Paul Morand va vers l'indifférence aux événements au fil de sa vie. Et au fur et à mesure que les temps s'accélèrent, à la fin de la grande période que nous vivons, lui ralentit. Et Paul Morand, au fur et à mesure du ralentissement de son âme, alors que les événements géopolitiques mondiaux s'accélèrent, croise la route de l'orthodoxie et se convertit à l'orthodoxie, puisqu'il a été enterré, ou plutôt il a été incinéré, et ses cendres reposent dans le cimetière orthodoxe de Trieste. Alors l'Europe russe, annoncée par Dostoïevski, 1948, donc il s'est très très tôt intéressé à l'orthodoxie, à la Russie, à Dostoïevski. J'ai beaucoup parlé de cet ouvrage, notamment dans mes conférences sur la Troisième Rome. C'est un ouvrage où Paul Morand appelle comme témoins Powys, Suarez, Léon Bloy, Nietzsche. Il y a des chapitres qui s'appellent « Politique étrangère transcendantale »,« Diplomatie de la quatrième dimension ». Il explique bien sûr que l'Europe est minée, condamnée à mort. Pourquoi ? À cause du nationalisme d'une part, puisque Paul Morand est un grand Européen, et à cause du catholicisme, le catholicisme sans le Christ. Quand on pense que Paul Morand a été souvent classé, on va dire, dans l'extrême droite, alors que c'est quelqu'un qui est irréductiblement anti-nationaliste et qui est devenu progressivement anti-catholique. Là, on trouve un chapitre qui s'appelle La Troisième Rome, où on a ces phrases extraordinaires. On attend quelqu'un, clame à l'autre bout du continent l'infortuné Léon Bloy. Ce que l'on attend, c'est mon pays, répondra Dostoïevski. La Russie, c'est la fatalité, c'est l'espoir du monde, c'est la force des choses. Dans une lettre de Dostoïevski, 1869, le fond de la destinée russe consiste à révéler au monde un Christ russe, inconnu à l'univers, et dont le principe est contenu dans notre orthodoxie. L'Europe viendra réellement frapper à notre porte pour que nous nous levions et allions chez elle sauver l'ordre, dit enfin Dostoïevski. Ne nous y trompons pas, cet ordre ne sera pas celui auquel nous fûmes habitués, ce sera un ordre scandaleux. De même que le prince Mychkine casse le vase chez le général, de même chez Dostoïevski, l'esprit brisera la matière au milieu de la stupéfaction de tous, alors se découvrira le monde tel qu'il doit être. Au sentiment de l'humiliation qui fait les révolutions, succédera l'humilité qui fait les religions. Même en Russie, ceux qui ont cru se servir du Christ n'en auront été que les instruments. Ainsi sera établi le règne de Dieu. Et là, on aboutit à son dernier ouvrage, Venise. Venise qui, bien plus que d'être un portrait de Venise, est en réalité un autoportrait, 1971, presque une autobiographie. Il y écrit « Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre, située elle aussi au milieu du vide entre les eaux fétales et celles du Styx. » Il y révèle sa foi orthodoxe, il la met en lumière, et en 1971, il évoque un cimetière à Trieste dans lequel il prophétise son dernier repos. Donc dans ce cimetière de Trieste, là j'irai jaisir après ce long accident que fut ma vie,
Ma cendre sous ce sol, une inscription en grec en témoignera. Je serai veillé par cette foi orthodoxe vers quoi Venise m'a conduit, une religion par bonheur immobile qui parle encore le premier langage des évangiles. Fin.